Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, mouvement de colère des acteurs de la santé. Un premier geste a été posé ce vendredi matin. À cet effet, une cérémonie de prière et de recueillement au cimetière musulman de Yoff a été organisée. Selon Baloudé Thiam, le plan d'action est vaste et ira jusqu'au 30 juin prochain. Pendant ce temps, les restrictions des libertés, une préoccupation des acteurs politiques et de la société civile, l'APR et le PDS parlent de mesures liberticides de PASTEF. PASTEF, de son côté, affirme que l'opposition tente de confondre l'opinion publique. Nous reviendrons bien sûr sur ces différentes réactions dans ce journal. Et à l'international, pour terminer, escalade de tensions ce vendredi au Moyen-Orient. Israël a mené de nouvelles frappes cette nuit sur l'Iran, sur soupçon de volonté de se doter de l'arme atomique par Téhéran. L'état d'urgence a été déclaré en territoire hébreu. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. En santé donc, pour commencer, dans le cadre de son plan d'action pour exiger le respect des engagements pris à son encontre, le collectif syndical Angesum a organisé ce matin une cérémonie de prière et de recueillement au niveau du cimetière musulman de Yoff. Ce premier plan d'action s'inscrit, selon le secrétaire général du collectif Baloudé Thiam, dans un vaste plan jusqu'au 30 juin prochain, avec plusieurs activités pour notamment le respect des engagements pris. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé démarre son nouveau plan d'action par une matinée de prière et de recueillement. Une initiative symbolique à forte charge émotionnelle destinée à honorer la mémoire des disparus, mais surtout à rendre un hommage à l'ancien leader syndical Sidi Ndiaye. Ce matin, c'est simplement une manière de nous recueillir auprès de lui et prier pour lui aussi et prier pour que Dieu le garde en son paradis. Et prier aussi pour que l'organisation syndicale puisse prospérer davantage pour le meilleur des travailleurs, parce qu'il a toujours inscrit son œuvre et toute sa vie donc, dans le camp des travailleurs. En optant ainsi pour ce format, Angesum entend rappeler que ces revendications dépassent le cadre syndical pour toucher à des enjeux humains et éthiques. Donc c'est un recueillement simplement pour lui dire, camarade, vraiment, vous avez le sentiment de devoir accompli, parce que tout ce que vous devez faire, vous l'avez fait avant de nous quitter. Et donc nous allons tout faire pour que la FIETSB continue donc, dans sa particularité. Ce temps fort s'inscrit dans une série d'actions menées par le collectif qui dénonce le non-respect des accords signés avec les autorités. En toile de fond, des préoccupations relatives aux conditions de travail ainsi qu'au plan de carrière. À la suite de ce premier plan, si le gouvernement ne réagit pas favorablement, nous serons obligés d'aller vers un deuxième plan. Et ce deuxième plan-là, inéluctablement, des séries de grèves donc, vont s'annoncer. Je ne dirai pas à quel moment, mais ça c'est le directoire qui appréciera. En s'adressant au très haut tout en interpellant l'opinion publique et les décideurs, Angesum entend conjuguer résistance syndicale et mobilisation pacifique pour le respect des accords signés. Et nous en parlions dans les titres sur la scène politique, la restriction de liberté, une préoccupation des acteurs politiques et de la société civile. L'APR et le PDS alertent sur une tendance liberticide du régime de PASTEF, tout en rappelant sa position d'auparavant sur l'article 80. Toutefois, PASTEF a tenu à rassurer et relever une certaine confusion entretenue par l'opinion et l'opposition. Il y a souvent aussi bien une confusion. Les Sénégalais entretiennent souvent une confusion, mais je sais que ce n'est pas fait à dessein. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour éclairer quelque chose. En réalité, il faut que les Sénégalais comprennent que tout ce que dit Ousmane Sonko n'implique pas forcément PASTEF. Je tiens à ce que tout le monde le sache. En réalité, Ousmane Sonko est un homme politique. C'est un acteur politique. Il est libre. Il a sa pensée. Il a sa façon de voir les choses. C'est important à noter. Et à ce propos,
J'affirme que, personnellement, je ne suis pas preneur. Je ne suis pas pour la suppression de cet article. Pourquoi? Parce que notre démocratie est encore jeune. Et ce qu'il faut éviter dans cette affaire, c'est cette volonté de sauter des étapes. Ça peut se retourner contre nous. Mais d'après ce que je vois, j'avoue très honnêtement qu'il n'est pas encore temps. Nous avons tous entendu le Premier ministre Ousmane Sonko, quand il était dans l'opposition, dire que l'article 80 est une hérésie. Cet article doit être rayé de notre corpus judiciaire. Nous l'avons tous entendu, mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ont compris, ils n'en parlent plus. Ce n'est plus le même discours qu'ils tenaient quand ils étaient dans l'opposition, quand ils disaient que cet article 80 était une hérésie. Aujourd'hui, ils sont en train de l'utiliser contre des opposants. Mais il faut qu'ils sachent que les Sénégalais n'ont pas oublié. Ce sont eux qui avaient déclaré cela. Les Sénégalais les attendent. Et l'autre chose que je voudrais dire ici est qu'aujourd'hui, nous avons tous constaté que la prison est devenue la constance. Tous les acteurs de la scène politique alertent sur ce qui se passe. La preuve, ils nous traitent de Koulouna. Nous les avons tous entendus traiter les apéristes de Koulouna. Plus grave, le Premier ministre nous a traités de résidus, de déchets politiques. Il n'y a pas plus grave que ça. Aujourd'hui, vous avez un seul problème, et je vais vous le dire. Dans sa tête, Ousmane Sonko s'est dit, c'est grâce à lui que Diomaye est devenu président. Il a toujours cette perception des choses. Et je vous assure, tant qu'il a toujours cette perception des choses, ce sera difficile pour lui de s'en sortir. Et comprenez une chose, Bassirou Diomaye Faye a été élu par les Sénégalais. Il a prêté serment en tant que président de la République du Sénégal. À l'heure du bilan, c'est à lui de rendre des comptes. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui va rendre des comptes. Vous vous souvenez de la cérémonie solennelle de la rentrée des cours et tribunaux? Vous avez tous vu ce qui s'était passé. On a tous vu des autorités en train d'échanger des mots, de discuter, alors qu'on a annoncé l'arrivée du président de la République. Ce n'est pas pour rien que les autorités militaires sont au garde-vous, parce que c'est le chef suprême des armées. On lui doit respect et honneur. Tout cela a été encadré par notre charte, la Constitution. Les libertés publiques, on en parle toujours. Moundia Cissé, lui, réaffirme sa position, la position ferme de la société civile contre les délits d'offense au chef de l'État. Le directeur exécutif de l'ONG 3D exhorte les autorités à réformer les articles 80 et 254 du Code pénal, estimant qu'ils constituent une entrave flagrante à la liberté d'expression. Avant ce régime, la société civile a toujours milité pour une réforme du Code pénal portant sur les articles 80 et les articles 254 et suivants. Nous avons défendu les positions que nous avions toujours défendues par rapport à ces articles que nous avons considérés comme étant des articles liberticides. Donc aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer notre posture. Et nous l'avons défendu dans la commission que nous étions, parce que nous-mêmes, nous tous, nous étions dans cette commission, que ce soit Djibril Ning, moi-même et Babacar qui étaient assesseurs dans cette commission, moi qui présidais la commission, sous-commission société civile, dont Djibril Ning était l'assesseur, pour dire qu'on l'a défendu. Il n'y a pas eu d'accord sur cette question. Dans ce registre d'offense au chef de l'État, un portrait dans ce journal, celui d'un homme du refus. Moustapha Diakhaté, figure bien connue du paysage politique. Il s'est imposé par ses prises de position. Son concession, son militantisme actif ne l'a jamais empêché de s'opposer à ses propres alliés, qu'il s'agisse du président Abdoulaye Wade ou de Macky Sall. Aujourd'hui encore, il reste un critique acerbe du pouvoir en place, fidèle à sa ligne de franc-parler et de rigueur politique. Matar Bari pour son portrait. Moustapha Diakhaté est placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État après ses propos sur le président Bassirou Diomaye Faye. C'est la deuxième fois que l'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar est emprisonné depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités.
Moustapha Diakhaté est décrit comme un éternel frondeur qui a toujours assumé ses positions tranchées sur la scène politique. La coalition Alliance pour la Nouvelle République va revisiter l'histoire du Sénégal, réparer les préjudices subis durant ces 60 ans. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, du temps du Parti démocratique sénégalais qu'il a intégré en 1987, il avait exprimé son désaccord sur la gouvernance du président Abdoulaye Wade, à qui il reprochait de tripatouiller la Constitution et de faire de la gestion du pays une affaire de famille, une position qui lui avait valu son départ du parti avant de rejoindre l'Alliance pour la République. Là aussi, l'ancien chef du cabinet du président Macky Sall s'est fait remarquer pour ses critiques envers son leader. Moustapha Diakhaté était d'ailleurs l'un des partisans de l'Alliance pour la République à avoir contesté la troisième candidature de l'ex-chef d'État. Nous, Alliance pour la République, nous, à Benno Bokk Yakaar, tout ce que l'on peut faire pour le Sénégal, c'est que le président doit finir son deuxième mandat et organiser des élections libres et transparentes. Démocratiques et transparentes. L'arrivée au pouvoir de Pastef n'a pas changé l'homme. Très critique envers le régime en place, il avait tenu en novembre dernier des propos jugés insultants à l'encontre des militants du parti au pouvoir. Il avait simulé une grève de la faim. Il avait fait la même chose lors de son affaire avec la masseuse. Je dis que tous les militants qui ont voté pour lui ne sont pas bien dans leur tête. Des propos qui l'ont conduit en prison pendant 2 mois. Ce mercredi encore, il a été placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État. Son procès est fixé au 18 juin prochain. Et puis on revient avec la société civile. Le consortium des organisations de la société civile s'est réuni hier pour analyser les conclusions du dialogue national. Malgré l'absence remarquée de l'APR, les membres du consortium saluent notamment des avancées notables aujourd'hui. Ils appellent l'État à la mise en place d'un comité de suivi pour garantir l'application des recommandations consensuelles. Avec un taux de consensus entre 26, 94 et 100% dans les 3 commissions, les conclusions issues du dialogue politique sont une étape vers le renforcement de la cohésion nationale. C'est en tout cas l'avis tranché d'après dialogue du consortium des organisations de la société civile. Cette convergence de vues sur des questions clés de notre système politique témoigne d'une volonté partagée de dépasser les clivages et de jeter les bases d'une gouvernance plus apaisée qui ouvre la voie à une dynamique de concertation permanente entre les forces vives de la nation. La première tentative de rapprochement entre l'opposition radicale et le régime en place ayant accouché d'une souris, la société civile ne désespère pas dans sa mission de concilier le PASTEF et l'Alliance pour la République. Le consortium regrette l'absence d'une partie de l'opposition et appelle davantage de conciliation de partis de part et d'autre et invite l'État à poursuivre les efforts en faveur d'un dialogue inclusif en créant les conditions de confiance nécessaires. L'étape du dialogue sur le système politique dépassée, l'heure est venue de veiller à l'application des points consensuels. Le consortium appelle à l'implication collective. Le véritable dialogue démarre aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons invité même à la mise en place d'un groupe multi-acteurs chargé de poursuivre la réflexion sur même les points de désaccord et les points aussi de d'accord, parce que tous les points d'accord, c'est des d'accord sur des principes. Le consortium s'est dit prêt à accompagner le processus de consolidation des acquis démocratiques du Sénégal. Il y a évidemment des points de désaccord sur des questions majeures, telles que effectivement l'automaticité de la déchéance électorale, qui est une question effectivement qui a bloqué pendant pratiquement plus de 5 ans
des leaders politiques qui ont fait l'objet de condamnation pénale. Nous aurions souhaité, en tant que membres de la société civile, en nous fondant effectivement sur les recommandations des missions d'observation, des missions d'audit du fichier électoral, et même pour s'aligner sur les standards internationaux, que cette question soit définitivement réglée. Dans le cadre de notre contribution, nous avions indiqué des possibilités, à l'image de ce qui se passe par exemple au Madagascar. L'article 5 de la Constitution malgache, dans son alinéa 2, indique que nul ne peut être privé de son droit de vote si ce n'est par une décision de justice. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ici au Sénégal, on est condamné pour une certaine durée ou pour un certain nombre de délits. Et de fait, ça entraîne en fait la déchéance électorale. Nous aurions souhaité effectivement que la question effectivement du contrôle du fichier électoral, qui a fait déjà l'objet de consensus lors du dernier dialogue, et sur la base des recommandations justement des missions du fichier électoral et d'évaluation, qu'on puisse aller beaucoup. Champ politique à présent, direction Thiès, la commune de Ndiayen-Sira, qui polarise 37 villages, souffre d'un manque criard d'infrastructures. En ce début d'hivernage, les inquiétudes sont de plus en plus grandes et le président du mouvement, le peuple Faloubar, interpelle les nouvelles autorités. Nous notons des retards dans la distribution de ces semences-là et pour la majeure partie, ce ne sont pas des semences de qualité. Les gens ne peuvent pas l'utiliser dans l'exploitation agricole. Donc nous appelons l'État du Sénégal, le ministre Mabouba, pour qu'il puisse venir en aide de ces populations, pour qu'on puisse recevoir à temps réel les semences, mais avoir des semences de qualité. Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui dans la commune qui ont déposé auprès de la mairie des demandes de logement de terrain, mais qui ne parviennent toujours pas à avoir la délibération de ces terrains-là, et ça depuis plus de 4 ans. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, veulent avoir des terrains pour pouvoir construire leur maison. L'autre problème aussi, c'est l'état de la route Khombol-Ndiaganyao. Je pense que c'est des doléances depuis 5 ans, ou depuis 10 ans même, on discute de ça. Et que le ministre Amadou Ba, à l'approche des élections présidentielles de 2024, avait même fait des poses premières pierres au niveau de la commune de Ndiayen-Sira. On pensait que le problème est réglé, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas où se trouvent exactement les blocages et que vraiment la commune peine à voir le début de ces travaux-là. Lendemain de Tabaski à prison, dans les marchés, l'ambiance reste morose à Castor. Notamment, l'activité a chuté drastiquement. Étal vide, clients absents, commerçants inquiets. Les vendeurs se plaignent de leurs difficultés à écouler leurs produits et demandent aujourd'hui des mesures pour relancer leur commerce. Le marché Castor, avec ses allées autrefois très animées, affiche aujourd'hui un tout autre visage. L'effervescence des jours précédents, la Tabaski, a laissé place à un calme presque pesant. Seuls quelques bouchers s'activent encore derrière leurs étals. Par exemple, s'il y a habituellement 37 bouchers qui travaillent dans ce marché, seuls 7 ou 8 sont présents aujourd'hui. Au Sénégal, après la Tabaski, fête musulmane marquée par une forte consommation de viande, la demande chute brusquement. Résultat, les bouchers peinent à écouler leur stock. Cette baisse s'explique par la Tabaski et c'est tout à fait normal. Les clients ont encore de la viande de mouton chez eux et suffisante pour au moins 10 à 15 jours. Ça ne marche plus comme avant, mais en tant que chef de famille, je ne peux pas rester chez moi sans rien faire. Il faut que je vienne travailler. Contrairement aux bouchers, les vendeurs de poulets semblent moins affectés par la période post-Tabaski. Malgré un contexte souvent défavorable, ils ne se plaignent pas beaucoup. Pour nous, rien n'a changé. On vend comme avant. Il n'y a pas de différence. Les bouchers, eux, devront encore patienter plusieurs jours avant de revoir leurs clients réguliers, la plupart disposant encore de viande provenant du mouton sacrifié pour la Tabaski.
Actualité à l'international, très rapidement, des questions d'économie, alors que la 4e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique s'est ouverte ce 12 juin 2025. Pékin a annoncé son intention de supprimer les droits de douane sur les produits de 53 pays africains. Objectif affiché par les autorités chinoises, stimuler les exportations africaines et réduire la balance commerciale largement en défaveur du continent. Jusque-là, seuls 33 pays les moins avancés bénéficier de cette exemption. Désormais, la mesure s'étend aussi aux économies à revenus intermédiaires. Seule exception, l'Eswatini ex-Swaziland qui reconnaît encore Taïwan. Le contexte n'est pas anodin. Cette décision chinoise intervient alors que les États-Unis viennent de leur côté d'imposer jusqu'à 50% de taxes sur certains produits africains, ravivant les tensions commerciales avec le continent. Et on termine à l'international, toujours au Moyen-Orient. Cette fois-ci, l'armée israélienne a bombardé dans la nuit de ce jeudi au vendredi des dizaines de cibles en Iran, notamment des sites nucléaires et des usines de missiles balistiques, et tué des commandants militaires et des scientifiques. Israël explique avoir déclenché l'opération Lion dressé afin d'éliminer la menace que fait, selon lui, peser l'Iran sur son existence. Israël, en effet, soupçonne Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique, anticipant une riposte de la République islamique. Le ministre israélien de la Défense a déclaré l'état d'urgence dans le pays. Du côté de l'ONU, les membres de l'Assemblée générale ont voté massivement en faveur de la résolution avec 149 voix pour 19 abstentions et 12 voix contre. Les États-Unis avaient bloqué une requête similaire au Conseil de sécurité la semaine dernière. Cette résolution de l'Assemblée générale n'est toutefois pas contraignante. Elle n'exposera donc ni Israël ni le Hamas à des sanctions s'ils ne la respectaient pas. Mais ce vote a un poids politique, il faut le noter. Nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La tournée économique de 2 jours que le chef de l'État a entamée jeudi dans le nord du Sénégal fait le menu de la plupart des quotidiens parus ce vendredi. Sans le soleil, le chef de l'État s'est dit satisfait des démarches entreprises pour la réalisation de la souveraineté alimentaire. C'est à notre portée, titre le soleil. Rémi Quotidien, sur le même sujet, souligne que Diomaye a exprimé son satisfait à propos de la production agricole dans le nord du Sénégal. En visite économique dans cette partie du pays, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu hier dans le casier rizicole de Niayène Pendao, une commune du département de Podor. Enquête titre Diomaye donne le tempo car notre pays, selon lui, mise sur cette terre du Nord pour assurer sa souveraineté économique et renforcer l'emploi des jeunes. Wolf Quotidien écrit que sur place, le chef de l'État a exprimé sa volonté de renforcer les moyens des agriculteurs et a magnifié le dynamisme de la coopération sénégalo-coréenne qui a contribué à réaliser un casier rizicole à Sarela à Podor. Source A, pour sa part, estime que Diomaye surfe sur le riz et le sucre en allusion et déclaration du chef de l'État, selon lesquelles le potentiel de la vallée du fleuve Sénégal peut aider le pays à atteindre l'autosuffisance en riz et en même temps permettre à notre pays d'exploiter vers d'autres pays. Mais selon le peuple quotidien, c'est Djigui Diop qui monte au créneau et révèle que l'accueil réservé à Diomaye à Saint-Louis a été glacial. C'est un silence frappant qui a accueilli Diomaye, a-t-elle dit dans les colonnes du journal. L'AS lui évoque la fermeture du public SN par le ministre de la Communication. La Cour suprême freine à une salle, titre l'AS. Sur la tribune, c'est le juge qui a corrigé l'inculture du ministre de la Communication, un tournant majeur et une victoire pour la liberté de la presse. Le quotidien évoque le contrat entre Azer et IPAO. Madrid veut la lumière sur l'utilisation des fonds. La police espagnole enquête sur plus de 2 milliards de francs CFA versés à titre d'avance de démarrage entre le Sénégal, l'Égypte et le Chypre, dont des virements. L'Observateur enquête sur l'audit sur les finances publiques. La DIC ouvre le défilé des cas du Trésor, écrit l'Obs, et souligne que deux figures clés de l'institution appelées devant les enquêteurs. Libération révèle que l'OCRTIS a démantelé la filière des pots de savon avec le trafic de cocaïne sur l'axe Conakry-Dakar-Casablanca. Sud Quotidien indique que la société civile engagée dans le dialogue national consacré début juin dernier au système politique presse pour la mise en place d'un comité de suivi de post-dialogue réunissant l'ensemble des parties prenantes aux concertations. En sport, Record dresse les bonnes notes des 2 matchs amicaux des Lions, un collectif soudé, ISO en tête de gondole. Bonne lecture. Et c'est cette revue de presse qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV.